Quand l'administration fiscale fait sa révolution culturelle. Jean-Pierre Lieb, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Lieb, vous êtes avocat associé chez EY, Ernst & Young. Vous êtes ancien chef du service juridique de l'administration fiscale. Donc on dit généralement Bercy. Absolument. Voilà. Vous êtes aussi à l'origine de ce concept, la relation de confiance. Si mes sources sont bonnes. Qu'est-ce que c'est la relation de confiance? Alors la relation de confiance, c'est une refondation de la relation entre les contribuables et l'administration fiscale. C'est un concept qui a été inventé par nos amis néerlandais, qui sont toujours à la pointe de l'innovation et qui ont, il y a maintenant plusieurs années, tout à fait compris l'importance qu'allait revêtir pour les entreprises et les contribuables la notion de sécurité juridique. Ils sont partis d'un constat plutôt assez simple, c'est qu'une entreprise était régulièrement soumise à des contrôles fiscaux qui induisaient des coûts importants en termes de gestion pour celle-ci. Et ces contrôles fiscaux, c'était un regard dans un rétroviseur, puisque habituellement les administrations fiscales vérifient les exercices d'il y a 3, 2, 1 an, alors même que les équipes ont pu changer, ont pu partir dans la nature, et que tout ceci induisait beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'insécurité. Et dans une optique d'attractivité, les Néerlandais ont offert aux entreprises internationales qui résidaient aux Pays-Bas la possibilité de rentrer dans une nouvelle forme de relation avec l'administration fiscale, consistant d'un côté à demander à ces entreprises de faire preuve d'une plus grande transparence sur les choix de gestion, sur la stratégie suivie par l'entreprise, sur les choix fiscaux opérés par celle-ci, en contrepartie d'un contrôle au fil de l'eau de ces choix au regard de la conformité fiscale. Donc c'était une sorte d'offre donnant-donnant. D'un côté, l'administration fiscale néerlandaise apprenait beaucoup de choses sur les pratiques des entreprises et à l'inverse, les entreprises qui rentraient dans cette relation bénéficiaient d'une plus grande sécurité juridique puisqu'elles voyaient leurs choix être validés ou invalidés au fur et à mesure sans effets négatifs sous forme de pénalité ou sous forme de contrôle et donc finalement créer une relation fluide, contemporaine sur les choix opérés par ces entreprises. Pourquoi s'y être intéressé si tardivement à ces pratiques néerlandaises? Alors, les pratiques néerlandaises, tout d'abord, ont un peu essaimé. Elles ont d'abord essaimé dans le monde anglo-saxon, parce que c'est finalement une forme de relation qui pouvait séduire des esprits anglo-saxons, parce que moins de formalisme, on n'est plus sur le contractuel, absolument. Cette approche a été soutenu par l'OCDE, qui en a fait la promotion, et on a eu le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, les États-Unis qui ont embrayé au fur et à mesure que les années passaient sur ce concept, et il a fallu attendre 2003-2004 pour que la France enfin fasse cette révolution culturelle et accepte de rentrer dans une modalité de relation avec les contribuables un peu différente, puisque habituellement en France, on rentre en contact avec l'administration fiscale dans deux situations, au moment où on remplit ses obligations déclaratives, et puis, le cas échéant, lorsque l'on est contrôlé. Et puis, de temps à autre, mais plus rarement, lorsqu'on conteste quelque chose qui émane de l'administration fiscale, et donc on introduit un contentieux. Mais sinon, il n'y a pas de relation régulière, pérenne, contemporaine avec l'administration fiscale. Et donc, l'administration, en 2003-2004, a, en s'inspirant des exemples étrangers, mais en adaptant le concept à la mentalité française, lancé un pilote, un test, sur une trentaine d'entreprises, pour voir ce que pouvait donner de manière très concrète cette relation de confiance adaptée à la mentalité, la culture, aux habitudes administratives françaises. Non sans réticence, on imagine. Non sans réticence, absolument, parce que en France, on a deux éléments qui structurent la mentalité de l'administration. Le premier élément, c'est que tout contribuable doit être traité comme un autre. Il y a l'égalité devant les charges publiques. Et cette égalité devant les charges publiques, c'est aussi une égalité devant les process mis en œuvre par l'administration fiscale. Et le fait qu'on puisse concevoir une
une formalité ou un process spécifique pour certains contribuables, et notamment les plus grandes entreprises, pouvait créer une réticence de la part de l'administration. Et puis, deuxièmement, à la clé de cette relation de confiance, il y avait une moindre liberté dans l'utilisation du contrôle fiscal, puisque à l'origine du concept, c'est j'échange de la transparence contre moins de contrôle. D'où cette notion de confiance. Et l'administration française a comme élément au cœur de son activité le fait qu'elle peut contrôler à tout moment tout impôt de tout contribuable. Donc rentrer dans une relation de ce type, c'était renoncer en quelque sorte à un de ses droits les plus absolus, qui est celui de contrôler n'importe quel contribuable à n'importe quel moment. D'où ces réticences. Et puis, il y avait en arrière-fond un autre élément qui pouvait expliquer ces réticences, c'est que rentrer dans une relation de ce type, ça induisait à un moment ou à un autre un changement de l'organisation interne de l'administration, un changement de mentalité, un changement de process, et que c'est un investissement qui peut être lourd pour une administration qui par ailleurs, était mise à contribution en termes de réduction des effectifs, en termes de réduction des coûts, et qu'elle se voyait mal engager une telle révolution, alors même qu'elle-même était soumise à des contraintes financières, budgétaires et de ressources humaines importantes. Je disais en introduction que vous étiez à l'origine, largement à l'origine. Le bilan qu'on peut en faire et la situation aujourd'hui sur cette... Alors, la fiscalité, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même au cœur de l'actualité aujourd'hui. Absolument. Alors, un bilan a naturellement été fait. Ce bilan, d'ailleurs, a deux faces. Il y a la face qui est celle des entreprises, qui, ayant testé ce concept, étaient finalement très enthousiastes à cet égard. On considérait que c'était un succès et que ça leur avait apporté cette sécurité qu'elles recherchaient et cette fluidité dans les relations avec l'administration. L'administration avait une vision un peu plus critique pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait toujours en arrière-fond ce sentiment qu'on désarmait le contrôle fiscal et qu'on passait d'une logique de contrôle à une logique d'audit, et l'administration était mal à l'aise sur ce point. Et puis deuxièmement, elle était plus réservée quant à l'investissement en termes de temps passé pour le suivi de ces entreprises. Étant précisé que dans le panel des 30 entreprises retenues, on avait à la fois de très grandes entreprises, mais aussi des petites et moyennes entreprises. Et donc, il y a naturellement une question de proportionnalité des moyens mis en œuvre au regard des enjeux fiscaux portés par les entreprises qui est au cœur du débat. Pour autant, le cabinet du ministre et le ministre ont trouvé que l'expérience était suffisamment intéressante et utile pour la prolonger. D'ailleurs, elle s'inscrivait tout à fait dans la logique de la loi pour une société de confiance qui a été votée par le Parlement l'année dernière. Et d'ailleurs, dans cette loi, vous avez l'ambition qui était de faire passer une ordonnance pour définitivement instauré dans le paysage cette relation de confiance revue et revisitée, et qui a donné lieu à ce que le ministre a annoncé récemment, qui est le partenariat fiscal. Partenariat fiscal, avec un point qu'on ne peut pas ne pas évoquer pour conclure cette interview, qui est le verrou de Bercy. Comment l'actualité autour du verrou de Bercy s'articule avec cette bascule entre relation de confiance, partenariat fiscal? Est-ce que ça s'articule? Est-ce que ça interagit? Oui et non. C'est-à-dire que la suppression du verrou de Bercy, c'est-à-dire... On peut peut-être rappeler ce qu'est... Oui, la suppression du verrou de Bercy, c'est la suppression du monopole pour l'administration fiscale du dépôt de plainte en matière de fraude fiscale. Donc désormais, il y a un signalement automatique en fonction d'un certain nombre de critères qui sont fixés par la loi auprès du parquet, et c'est le parquet qui, de manière souveraine, décide d'entamer ou non des poursuites à l'égard des contribuables ainsi signalés. Et une bascule vers l'autorité judiciaire. Donc on a un assouplissement très significatif des possibilités pour le parquet d'introduire des enquêtes pour fraude fiscale. Alors, c'est un changement majeur dans le paysage, parce que l'ambition du gouvernement, c'est de multiplier par 4 le nombre d'affaires qui vont être suivies par les parquets en matière de fraude fiscale. Donc un sentiment d'insécurité plus grand pour l'ensemble des entreprises, dans un contexte où l'administration fiscale n'a jamais désarmé sur le terrain des pénalités et applique assez fréquemment des pénalités importantes qui, elles, vont déclencher automatiquement ce signalement au parquet. Donc, ce n'est pas sans influence sur l'appétence qu'ont les entreprises de trouver
une autre modalité d'interaction avec l'administration. Plus partenariale. Plus sereine, plus bienveillante. Et le partenariat fiscal, c'est la manière finalement d'échapper à des contrôles fiscaux un peu agressifs ou durs ou sévères et de trouver une manière de travailler en commun tout en obtenant cette sécurité juridique qui est un élément important pour le développement des affaires en France. Pour les entreprises et leurs dirigeants, évidemment. Absolument, absolument. Grand merci Jean-Pierre Alippe de cet éclairage. C'était un plaisir.